Bonjour, nous avons le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Luc Broussy, président de France Silver Eco et directeur général de HPA Presse et Conseil. Luc Broussy, bonjour. Bonjour. Première question, quels sont les enjeux sociétaux de la prise en compte donc, du vieillissement dans les politiques publiques ? D'abord, je veux rappeler que la question du vieillissement dépasse de loin, évidemment, le cadre de l'action sociale, le cadre des questions sanitaires et médico-sociales. Le vieillissement, c'est une des 3 ou 4 grandes révolutions qui vont transformer la planète dans le siècle à venir. On a la révolution numérique, on a la révolution, évidemment, écologique, le défi écologique, probablement la révolution du travail, et puis enfin la révolution du vieillissement, la transition démographique. Et donc, il faut bien avoir conscience, avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui en France sur le terrain, que c'est une évolution qui va structurer la planète, que c'est une de ces grandes révolutions mondiales que chaque pays, chaque continent va devoir affronter de façon évidemment totalement différente. C'est un défi absolument majeur pour la Chine qui va connaître un vieillissement très accéléré par rapport à ce que nous avons connu en Europe, et ça va créer forcément des adaptations des politiques publiques en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud ou en Europe. Pour ce qui concerne la question européenne, là aussi, il faut quand même distinguer la situation de la France, par exemple, et des autres pays. Il y a beaucoup de pays en Europe qui vont vieillir et maigrir, pendant que nous, on vieillira un peu moins en grossissant. D'accord. La plupart, l'Allemagne évidemment, mais la plupart, la quasi-totalité des pays de l'Est, des pays de l'Europe de l'Est, vont vieillir et en même temps vont voir leur population décroître. L'Allemagne, par exemple, aura moins d'habitants dans 30 ans qu'aujourd'hui. Et on évalue à peu près à 2055-2060 le moment où la courbe des populations françaises et allemandes vont se croiser. Il y aura en 2060 plus de Français que d'Allemands. Donc c'est pas neutre. Voilà, cette question du vieillissement, c'est une question qui va structurer les populations, y compris européennes, de façon très, très différente, et donc des politiques publiques qui vont devoir s'appliquer de manière évidemment complètement différente. La France a ce privilège, d'une certaine manière, avec l'Angleterre, d'avoir une natalité encore assez élevée, ce qui lui permet de vieillir, mais dans le cadre d'une population qui ne va cesser d'augmenter. Et donc ça peut être un atout. Il n'y a de richesse que d'hommes, disait Jean Bodin déjà il y a plusieurs siècles. Donc la démographie est un des atouts de la France. Et voilà. Parce que un des enjeux sur lesquels vous m'interrogez, c'est aussi de considérer le vieillissement autrement. Jusqu'ici, et il suffit de voir la littérature, dans la presse, dans les ouvrages, le vieillissement était une catastrophe. D'abord, le vieillissement à titre individuel, c'était la déchéance. C'était un naufrage, comme disait le général de Gaulle, qui lui-même reprenait Chateaubriand. C'était un frein à la croissance. On est toujours en train de célébrer aujourd'hui le fameux rapport Larocque de 1962. Enfin, il faut lire l'introduction quand même. Dans l'introduction du rapport Larocque, on voit bien ce qu'est l'image de la vieillesse au début des années 60. C'est une image totalement dévalorisante. C'est un poids lourd pour la fiscalité et les prélèvements obligatoires. C'est un frein à la croissance et à l'innovation. Voilà comment est décrite la vieillesse au début des années 60. Ce qu'on a voulu faire, enfin, moi comme d'autres, c'est d'essayer ces dernières années de renverser cette logique et de se dire que chaque individu veut vivre pour lui-même le plus longtemps possible en bonne santé. Donc le vieillissement, c'est évidemment quelque chose de positif. Je veux toujours rappeler qu'en 1900, en France, la moyenne d'âge, l'espérance de vie, était de 45 ans. 45 ans. Elle est de 82 ans aujourd'hui. On ne se rend pas compte, à force d'avoir le nez collé sur le court terme, de cette formidable révolution du XXe siècle, qui est le doublement quasiment de l'espérance de vie dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons une des espérances de vie les plus élevées du monde. C'est une chance. Beaucoup de pays africains qui aujourd'hui sont à 50-52 ans de moyenne d'espérance de vie aimeraient être à notre niveau. Donc ne boudons pas notre plaisir. Donc le vieillissement, c'est d'abord la capacité pour chaque individu de vivre le plus longtemps possible.
Et puis pour une société, c'est aujourd'hui une série d'opportunités. Une opportunité en termes de création d'emplois, une opportunité en termes de croissance, et puis j'y reviendrai également, une opportunité en termes d'innovation. Voilà, donc je crois que il faut à chaque fois remettre cette question du vieillissement dans son contexte planétaire, où l'Europe est privilégiée par rapport aux autres pays. Dans le cadre européen, la France est privilégiée par rapport à d'autres pays européens. Et puis enfin, dans la vie de chacun d'entre nous, et dans la vie de notre société française, le vieillissement doit désormais être appréhendé comme une chance et comme une opportunité. Alors précisément, le vieillissement nécessite l'adaptation de notre société. Vous avez remis en mars 2013 un rapport à Michel Delaunay qui proposait une série de mesures pour l'adaptation de notre société au vieillissement. Si je vous demande d'en citer quelques-unes, brièvement, les plus importantes. Bien, ce rapport qu'effectivement j'ai remis à Jean-Marc Ayrault, en l'occurrence en mars 2013, c'était un rapport qui voulait imprimer ce changement de paradigme que je viens de décrire. Au fond, de sortir la question de la vieillesse de son seul prisme sanitaire et médico-social. La vieillesse, ce n'est pas que la dépendance, ce n'est pas que la perte d'autonomie, ce n'est pas que la maladie. Et donc, j'ai voulu élargir le spectre et se dire que le meilleur moyen, au fond, aujourd'hui, pour les politiques publiques de s'adapter au vieillissement, c'était d'avoir une vision extrêmement panoramique. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a parlé de l'adaptation des logements. 75% des seniors en France aujourd'hui sont propriétaires de leur logement. Donc la question, c'est d'abord et avant tout celle de l'adaptation de leur logement. Ces logements pourront-ils être adaptés? Oui, non. Sinon, quelle alternative? Résidence-service, logement adapté, voilà. Et donc, je voulais montrer que culturellement, tout partait du domicile. Le domicile peut être une chance s'il est adapté, s'il est bien situé, s'il permet à la personne de se mouvoir facilement, s'il permet à la personne de maintenir ses liens sociaux, de continuer à la boulangerie, à la pharmacie. Mais il peut être un boulet si il est inaccessible, s'il y a des escaliers, s'il est à 15 km de la première boulangerie et qu'il faut une voiture pour y aller. Donc le domicile, c'est la clé, en grande partie, de toute action de prévention. Et c'est ce que j'ai voulu comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé par le logement. J'ai continué par le quartier, parce qu'on se rend compte à quel point une personne qui n'a plus de voiture, et ce sera le cas évidemment de l'immense majorité des plus de 85 ans, ont un rayon d'action, un rayon de vie d'environ 300 à 400 mètres. Il faut donc vivre dans un environnement qui permet, dans un rayon de 300 à 400 mètres, d'avoir la boulangerie, d'avoir les services de santé, d'avoir les moyens de transport public. Bon. Donc ça, c'est c'est des choses qui se préparent maintenant. C'est pour ça qu'on a voulu mettre dans la loi l'obligation pour les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les PLH, les plans locaux de l'habitat, l'obligation d'avoir une mention, un chapitre sur la question du vieillissement. Et puis, j'ai voulu parler également d'urbanisme, parce que vivre chez soi, c'est vivre dans un environnement urbain ou rural, peu importe, mais en tout cas, un environnement qui doit être adapté en termes de mobilité, en termes de mobilier urbain, en termes de déambulation dans la ville, mais aussi en termes de loisirs, de culture, d'accès aux liens sociaux de manière générale. Et puis enfin, quatrième cercle concentrique, les territoires. On ne vieillira pas de la même façon d'un territoire à l'autre. Et donc, les politiques publiques ne pourront pas être les mêmes dans le Limousin, région la plus âgée de France, et en Île-de-France, et y compris en Île-de-France. On n'aura pas les mêmes politiques à Paris, qui va d'une certaine manière voir s'enfuir les populations les plus âgées, et les départements de la Grande Couronne, qui aujourd'hui sont les plus jeunes, mais qui vont connaître dans les 20 ans à venir une accélération très 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 forte du nombre de 85 ans et plus. Donc, ce que je veux expliquer là, c'est que la question du vieillissement, je l'ai dit, c'est un phénomène planétaire, c'est un phénomène européen, c'est un phénomène qui doit être intégré dans les politiques publiques françaises, mais mieux que ça encore, ce sont des politiques publiques qui doivent être extrêmement territorialisées, parce qu'on ne vieillira pas de la même façon dans le Limousin et en région PACA, comme on ne vieillira pas de la même façon en plein centre-ville, en plein cœur de quartier, et en milieu périurbain, éloigné des centres d'animation et de commerce. Et donc, vous l'avez mentionné, il y a d'autres acteurs que les professionnels sociaux et médico-sociaux à mobiliser. Quels sont-ils? Alors ça, c'est une des grandes difficultés
des politiques d'adaptation de la société au vieillissement. C'est que dès lors qu'on ne s'adresse plus seulement aux acteurs institutionnels classiques, les fédérations sanitaires, les fédérations médico-sociales, les fédérations de retraités et d'usagers, dès lors qu'on veut mener une politique plus globale, on a évidemment en face de soi une multiplicité d'acteurs. Mais on a, plus difficile encore, parfois en France, l'incapacité de fonctionner autrement que par tuyau d'orgue. Oui. Tout sujet relatif aux seniors ou aux personnes âgées, on va dire, c'est la ministre des personnes âgées, donc de la santé. Et donc on en revient systématiquement avec ce prisme sanitaire. Alors que la ministre du Logement, elle doit s'occuper de l'adaptation des logements. Que la ministre du Tourisme doit s'occuper du silver-tourisme, puisqu'il y a là vraiment une opportunité incroyable. Évidemment que la ministre des Transports doit mettre dans son escarcelle la question de la mobilité des seniors. Et puis j'en passe. Le ministère de l'Économie sur les questions d'épargne et de viager hypothécaire, qui sont aussi des modalités financières qui permettraient demain d'être une des solutions à la prise en charge de la perte d'autonomie. Enfin bref, on a cette difficulté, mais qu'on retrouve ensuite dans les collectivités locales. A priori, la question de la vieillesse, c'est le vice-président du conseil départemental en charge des affaires sociales. Oui, mais ça concerne pourtant aussi les transports, le logement, etc. Et idem, évidemment, dans une mairie, le véritable responsable d'une politique municipale d'adaptation au vieillissement ne peut être que le maire. Parce qu'il y a du transport, il y a du mobilier urbain, il y a le CCAS, voilà. Bon. Donc, si on veut appréhender de manière globale ces politiques-là, il faut vraiment embrasser toute une série de thèmes et aussi forcément toute une série d'acteurs. Et c'est pour ça qu'au-delà, une fois plus, des professionnels du monde sanitaire et médico-social, il faut mobiliser les acteurs du logement et puis l'ensemble des entreprises, au fond, qui estiment que le vieillissement va avoir une conséquence majeure dans leur activité. Alors, vous avez cité les acteurs, bien évidemment, du département qui sont en première ligne. Donc, quel regard vous portez sur les politiques départementales dans le champ du grand âge? Et est-ce qu'ils vont réussir à faire face à ce vieillissement D'abord, il faut bien voir que c'est probablement les vieux qui ont sauvé les départements. Quand il s'est agi, il y a quelques années, de supprimer les départements, au fond, c'est la question de l'action sociale qui, d'une certaine manière, a été, l'explication qu'ont fourni les différents décideurs pour expliquer que c'était un peu compliqué de supprimer les départements. Il y avait toute une série de compétences dont on voyait bien qu'elles pouvaient être transférées à la région ou à un niveau infradépartemental, métropole, agglo. Bon. L'action sociale, la région c'était trop grand et l'agglo c'était trop petit. Donc d'une certaine manière, je veux dire, on a remis la question de l'action sociale, et donc de l'action sociale en faveur des personnes âgées, au cœur des politiques départementales. Elle l'était déjà, mais j'allais presque dire que c'est ça qui a sauvé presque les départements pour demain. Donc, maintenant, ce que moi je constate, en tout cas en parlant avec eux des questions de vieillesse et de silver economy, c'est que les départements ont intérêt, eux aussi, à élargir leur spectre. Puisque parmi leurs compétences majeures, essentielles, il y a la question de l'action sociale, alors il faut vraiment avoir une vision moins étriquée que juste au service de l'APA, de l'aide sociale, etc. Oui. Et donc, ils ont, les départements, une opportunité pour cela. C'est la création des conférences départementales des financeurs de la prévention. Ils ont là, la loi d'adaptation de la société au vieillissement l'a prévu. Il y a maintenant des conférences départementales présidées par le président du conseil départemental avec l'ensemble des financeurs, de la protection sociale, des mutuelles, etc. Là, c'est un formidable outil, qui est encore inexploité. Il y a à peine quelques mois que ces conférences sont en place, mais ce serait un formidable outil pour faire la liaison, justement, entre l'action sociale classique et puis le développement d'offres technologiques, numériques, innovantes. Moi, j'invite en tout cas clairement, partout où je les rencontre, les départements à prendre à bras-le-corps ce sujet-là, à élargir leur action et à être ainsi en résonance avec évidemment les compétences des régions sur le développement économique, le numérique et l'innovation. Mais on voit bien que les régions ont un peu de mal à s'emparer de cette question-là, qui n'est pas naturellement dans leur champ de compétences,
Nous avons les départements qui ont naturellement dans leur champ de compétences la question sociale, mais un peu moins la question de développement économique. Et donc là, entre la région et le département, il y a une articulation qui doit se faire, beaucoup plus dynamique. C'est comme ça que se développeront sur nos territoires des écosystèmes qui seront plus modernes, plus adaptés, et qui surtout colleront à la réalité des territoires. Et donc vous êtes président de France Silver Eco, donc un mot peut-être sur la silver economy. La silver economy, c'est un terme parfois qu'on a pu considérer comme un effet de mode, un terme un peu marketing. Ça recouvre au fond deux réalités. La première, c'est un peu la suite de ce qu'on a appelé avant les gérants technologie. La silver economy, sa première acception, c'est au fond comment les outils numériques et technologiques vont permettre de mieux prendre en charge les personnes âgées, ou les personnes handicapées d'ailleurs. Bon. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, de rencontre entre la révolution numérique et le vieillissement. Mais au fil du temps, on a donné, et notamment nous à France Silver Eco, une acception beaucoup plus large de la silver economy. Au fond, la silver economy, et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça regroupe l'ensemble des entreprises ou des acteurs sociaux qui estiment que dans leur activité, dans leur production de services, de biens, de prestations, eh bien, le vieillissement de la population va avoir un impact. Je m'appelle Saint-Gobain. Quel est le rapport que j'ai avec la silver economy ? Eh bien, j'ai un rapport que j'ai une filiale qui s'appelle La Paire qui fait des meubles à hauteur variable en cuisine ou en salle de bain et qui va directement être adapté demain au logement des personnes à mobilité réduite. Je m'appelle le Crédit Agricole. Eh bien, je me rends compte que ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, accorder un prix à la consommation à un senior de 70 ans, le devient aujourd'hui, parce que les mentalités ont changé. Je suis La Poste, je suis une des rares entreprises qui peut toquer à la porte d'une personne âgée en toute confiance. J'ai 80 000 facteurs sur mon territoire. J'ai 20 000 bureaux de poste partout qui participent à cet aménagement du territoire, y compris en milieu rural. Eh bien, j'ai un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans la prévention, dans le repérage des situations de fragilité. Et donc, La Poste, je vais devenir un acteur de la silver economy, parce que je vais m'intéresser à cette question-là. Je ne vais peut-être pas créer des emplois, mais je vais sauvegarder une partie des emplois qui auraient dû être détruits par la baisse continue du courrier papier. Donc, la silver economy est passionnante en ce sens que ça traverse l'ensemble des secteurs économiques. Je pourrais vous citer le secteur de la grande distribution. À l'évidence, demain, la livraison à domicile va révolutionner évidemment la façon dont les personnes âgées se nourrissent et font leurs courses. Donc, là où c'est passionnant, c'est que là, pour le coup, on est bien loin de la seule question sanitaire, de la seule question de la dépendance. C'est au fond comment toute la société, et donc les entreprises, vont se mettre en mouvement pour s'adapter au vieillissement de la société. Parce que, et j'en termine là, le vieillissement de la société, ça veut dire d'abord qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées. Mais on ne comprend rien si on ne comprend pas que ces personnes âgées vont totalement changer. J'ai été frappé par la tribune signée par un certain nombre d'anciens 68ards, c'était en mai dernier dans Libération, qui s'appelait « Vieillir chez soi ». Grosso modo, et je fais court, ça voulait dire « moi, j'irai pas en EHPAD, d'accord ? Moi, je veux être maître de mon destin ». Bon. C'était signé par Alain Touraine, 92 ans. C'était signé par Daniel Pénac, par Bernard Kouchner, par Marcel Gaucher, enfin toute une série d'intellectuels qui sont issus de cette génération 68, dont on fête le cinquantenaire aujourd'hui. Eh bien, ces gens qui avaient 20-30 ans à l'époque vont bientôt avoir 70-80 ans, ou ont aujourd'hui 70-80 ans, vont vieillir. Et les seniors que nous allons avoir en face de nous seront beaucoup plus exigeants, en voudront pour leur argent, et seront surtout en termes de liberté, d'autonomie, d'indépendance, auront des caractères bien plus affirmés. Et donc les offreurs de solutions en face, qu'ils soient EHPAD, qu'ils soient services à domicile, mais qu'ils soient prestataires de biens et de services, vont avoir en face d'eux une clientèle, des usagers qui n'ont rien à voir avec la clientèle, entre guillemets, un peu passive qu'on a pu connaître il y a 10-20 ans. On aura des seniors au caractère affirmé, qui savent ce qu'ils veulent, et ça va profondément bouleverser aussi la façon dont ceux qui offrent des solutions vont devoir y répondre. Et ça va bouleverser aussi l'accompagnement social ? Ah mais certainement. Mais certainement. Vous savez, on est
pour l'instant, on croit que nous sommes le secteur de l'action sociale, le seul secteur à être, à ne pas connaître le risque de l'ubérisation. Bon. Je n'y crois pas une seule seconde. L'ubérisation, la désintermédiation, la digitalisation, tous ces phénomènes-là, évidemment, vont traverser l'aide aux personnes. J'ai rencontré une start-up il y a peu de temps qui voulait, dans un service d'aide à domicile, faire en sorte que chaque usager puisse, à travers une petite vidéo de présentation, choisir son auxiliaire de vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qui peut croire que ce ne sera pas le cas demain? Donc, évidemment que la relation entre l'usager, le client et le fournisseur de services, évidemment que tout ça va profondément être révolutionné par les nouvelles technologies. Donc, plutôt que de s'en plaindre, mieux vaut prévenir. Voilà, je vois moi aussi qu'un certain nombre d'innovations technologiques, d'innovations numériques, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans ce secteur, renforcent le lien social. Il y a une expérience, une start-up qui a monté dans les EHPAD un petit système où vous avez une appli, vous prenez en photo votre petit-fils à la plage, la fille qui joue au handball, etc. Bon, vous envoyez ça à la maison de retraite. La maison de retraite, toutes les semaines, édite un journal à partir de ces photos et de ces légendes. Et la résidente a, toutes les semaines, des nouvelles d'un peu tout le monde, même s'ils sont aux quatre coins de la France ou du monde. Voilà un exemple extrêmement précis. Où une nouvelle technologie ou une application digitale renforce le lien social. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait antinomie entre les nouvelles technologies et l'humain, comme on l'a souvent caricaturé. Je crois au contraire qu'aujourd'hui, l'heure est à trouver tous les moyens qui permettent de renforcer la relation humaine. Et cette ubérisation, qui est un mot sur lequel on fantasme et qui emporte avec elle un certain nombre de craintes, elle est inévitable dans l'ensemble des secteurs économiques. Donc comment allons-nous affronter ces défis pour qu'à la fin le service rendu soit évidemment meilleur? C'est un des grands défis des 10 prochaines années. Merci beaucoup, Luc Broussy, d'avoir partagé avec nous votre expertise.